Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité physique-chimie. Donc, toujours dans le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. L'objectif de la vidéo va être très simple, ça va être d'étudier l'évolution temporelle d'un système chimique. En effet, puisque on a vu un certain nombre de réactions en chimie, telles que les réactions acide-base ou encore oxydoréduction, mais pour chacune des réactions, on ne s'est jamais vraiment posé la question du temps qu'il fallait pour arriver à un état final. Et donc, tout cela sera l'objet de cette vidéo. Et s'intéresser justement à l'évolution, et plus précisément à la vitesse de réaction, et ça fait partie de la cinétique chimique. La cinétique chimique, l'idée, c'est de voir à quelle vitesse une réaction va se réaliser, c'est-à-dire donc de voir à quelle vitesse on a fabrication de produits, ou au contraire consommation des réactifs. Et donc on peut distinguer à ce fait deux types de réactions, des réactions rapides et des réactions lentes. Les réactions rapides, ce sont des réactions dont la transformation va s'effectuer à une vitesse élevée, dans le sens où, tout simplement, on ne pourra pas les observer, l'évolution du système ne pourra pas être observée à l'œil nu, ou encore moins avec des appareils de mesure. En revanche, pour des réactions rapides, on va être sur des transformations lentes plutôt, ou réactions lentes. On va être sur des transformations qui, là, va s'effectuer sur une durée plus importante et qu'on va pouvoir observer à l'œil nu. Et donc, qu'on va pouvoir observer l'évolution du système à partir d'appareils de mesure. Pour les transformations rapides, on peut prendre par exemple une réaction de précipitation de type formation de précipité d'argent à partir d'ion chlorure et argent. Et pour les réactions lentes, on peut prendre par exemple la formation du diode, donc lors de la réaction justement de l'eau oxygénée avec le ion iodure en milieu acide. Ensuite, à la suite de ça, une fois qu'on a défini les deux types de transformation, lente et rapide, on va pouvoir parler de facteur cinétique. Un facteur cinétique, donc, c'est un facteur qui va tout simplement modifier la vitesse d'une réaction. Okay, on dit facteur ou bien paramètre cinétique. Okay, en général, on parlera de facteur cinétique et donc c'est un paramètre qui vient modifier la vitesse de réaction. On a deux grandes catégories de paramètres qui viennent modifier la vitesse de réaction. On a tout d'abord la température du milieu réactionnel et la concentration des réactifs. Okay, en effet, tout d'abord, en général, dans des milieux où la concentration des réactifs est plus importante, on va avoir donc une réaction qui va se dérouler plus vite et donc une vitesse de réaction plus élevée. Et de même, pour la température, dans des milieux réactionnels où les températures sont élevées, on va avoir affaire à des réactions qui vont se dérouler plus vite. Okay, c'est pour cela d'ailleurs que vous mettez vos aliments en frais. C'est pour ralentir les réactions de fermentation qui pourraient se produire au sein des aliments. Okay, puisque la température est moins importante au frais qu'à l'extérieur, ou du moins à l'air ambiant. Alors, une fois qu'on a parlé de facteurs cinétiques, l'idée, ça va être de s'intéresser maintenant à comment accélérer une réaction. Parce qu'en effet, une réaction, on a vu qu'il y a des transformations qui sont lentes. Et donc, parfois, certaines réactions, elles peuvent prendre plusieurs semaines, voire des années à s'effectuer. Sauf que si, par exemple, on est dans le milieu industriel, donc dans l'industrie pharmaceutique ou des choses comme ça, avoir des réactions qui prennent plusieurs années à s'effectuer, c'est un peu compliqué. Et donc, il va falloir parvenir à accélérer cette réaction. Alors, ceux qui ont fait SPECVT, justement, vous avez l'avantage, c'est que vous connaissez, tout simplement, un élément qui permet d'accélérer une réaction. Et donc, cet élément, en effet, il s'agit d'un catalyseur. C'est le catalyseur qui va nous permettre d'accélérer une réaction. Et donc, c'est une espèce un peu particulière, le catalyseur, puisque c'est une espèce qui va être présente au cours de la réaction, qui va réagir avec les réactifs en accélérant justement la réaction et en l'orientant, mais qui ne va pas modifier l'état final de la transformation. En revanche, par contre, cette espèce, elle est aussi particulière sur un autre point, c'est que non seulement elle réagit avec les réactifs pour accélérer la réaction, mais elle est régénérée à la fin de la transformation. Donc, au sein de l'équation de bilan, elle n'apparaît pas, mais en revanche, elle a un rôle très important à jouer au sein de la réaction puisqu'elle l'accélère. Au niveau des catalyses, du coup, on va avoir deux types de catalyses. Des catalyses de type homogène et des catalyses de type hétérogène. Des catalyses de type homogène, ce sont les catalyses qui vont se dérouler où vous allez avoir un catalyseur et les réactifs qui sont dans la même phase.
Ce qui veut dire le catalyseur et les réactifs sont dans le même état physique. En revanche, pour les catalyses hétérogènes, bah là, c'est lorsque on aura le catalyseur et les réactifs qui sont dans deux états distincts, c'est-à-dire donc qu'ils n'ont pas la même phase, ok? Et donc l'état physique n'est pas identique. Une fois qu'on a défini comme ça les différentes catalyses, il y a un dernier type de catalyse qui va s'opérer, que vous connaissez bien, c'est notamment lors de la digestion, ok? Puisque vous n'êtes pas censé savoir. Et là, pour le coup, si vous avez fait spécialité, vous le savez encore mieux que... Dans les milieux biologiques, les enzymes vont s'avérer très utiles. En effet, puisque celles-ci vont tout simplement aider les organismes à remplir un certain nombre de fonctions qui vont les maintenir en vie, telles que la respiration ou encore même la digestion. Mais concrètement, comment que fonctionne une enzyme? Eh bien, une enzyme, ça va fonctionner de la manière suivante. C'est-à-dire que on va avoir des substrats. Ces substrats, donc, ils vont venir au niveau de l'enzyme et plus précisément au niveau du site actif de l'enzyme afin de former des complexes enzyme-substrat. Et donc, au niveau du site actif de l'enzyme, on va avoir une réaction entre l'enzyme et les substrats, de sorte à former les produits qui vont être ensuite libérés par l'enzyme. Et cette enzyme va elle-même être à nouveau opérationnelle, puisqu'elle va être complètement régénérée à la fin de la réaction. Et elle pourra servir à d'autres catalyses par la suite. Maintenant que nous avons vu un petit peu comment accélérer une réaction, ce qu'est la cinétique chimique, je vous propose dans le troisième temps qu'on s'intéresse à tout ce qui est lié au suivi cinétique. Ok. Alors, déjà, première chose, au niveau du suivi cinétique, en fonction des espèces et des réactions qu'on va manipuler, il va être différent. Ok. Ça peut paraître évident, mais il est bon de le préciser. Ok. Alors, du coup, on va voir. Si on a affaire à une réaction où on a des ions, ok, une réaction avec des ions, réaction d'oxydoréduction en particulier, et bah on va plutôt avoir tendance à faire un suivi avec mesure de conductivité, ok, donc suivi conductimétrique en mesurant la conductivité au cours du temps. Si on a donc une réaction avec des espèces colorées, on va donc faire un suivi spectrophotométrique ou en mesurant donc l'absorbance. Ensuite, si on a des espèces qui sont plutôt acides et basiques, on va faire donc un suivi pH métrique avec mesure de pH. Et si on est sur des espèces qui sont des gaz, ok, dans ce cas-là, on va faire un suivi volumétrique ou pressiométrique. Alors, après, il est possible également pour faire le suivi cinétique d'une réaction, de faire un suivi cinétique par des méthodes chimiques, donc avec un titrage. Cependant, du coup, il faut prélever une partie du milieu réactionnel, ok. Et donc, vous imaginez bien que pour faire un titrage, il faut prélever quand même un grand volume de milieu réactionnel. Ensuite, deuxième problème de la méthode chimique, c'est que, en fait, quand vous prélevez votre milieu réactionnel, il faut réaliser une trempe derrière, tout de suite. Une trempe de sorte à bloquer la réaction. Donc, une trempe, c'est quoi l'idée? C'est que on prélève notre réactif, enfin une partie du milieu réactionnel dans une grosse pipette, ok, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et après, donc, on va le verser dans une solution très froide, ok, d'eau très froide, de sorte à bloquer la réaction de manière instantanée. Parce que sinon, du coup, la réaction, elle se poursuit en fait dans la pipette que vous prélevez. Le problème de ça en plus, c'est que du coup les mesures elles sont discontinues, c'est-à-dire que forcément ça se fait pas à l'instantané. Vous êtes obligé d'attendre des secondes et des secondes entre le moment où vous faites le titrage et le moment où les réactifs ils continuent de réagir. Ok, donc il y a quand même beaucoup de temps d'attente et c'est pour cela que on n'utilise pas trop ces méthodes-là. Une fois qu'on a vu un petit peu les différentes méthodes de suivi cinétique, il va falloir qu'on définisse un certain nombre de grandeurs qu'on va utiliser pour tout simplement décrire ce suivi cinétique et le caractériser. Donc, on va introduire une grandeur qui est très simple qu'on appelle la vitesse de disparition et d'apparition d'un produit, ok, ou d'un réactif. Donc, du coup, on va déjà définir ce qu'on appelle la vitesse d'apparition d'un produit. Donc la vitesse d'apparition d'un produit, par définition, c'est quoi? Ce n'est rien plus que la dérivée de la concentration par rapport au temps. Ok. Alors, du coup, pareil,
comment qu'on va obtenir ça concrètement, la dérivée de la concentration par rapport au temps? Ben, on va se fixer à une date t précise. Et donc l'idée, ça va être de tracer donc à cette date précise la tangente à la courbe donc de la fonction qui représente l'évolution de la concentration en fonction du temps. Et donc, on va lire le coefficient directeur de cette tangente en ce point. Et donc, une fois qu'on aura lu le coefficient directeur de cette tangente, bah, ce coefficient directeur, ça correspond tout bêtement à la valeur de la vitesse d'apparition du produit. Pareil, il en est de même aussi pour la vitesse de disparition d'un réactif, ce coup-ci. La vitesse de disparition d'un réactif, par définition, ça va être l'opposé de la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. Pour l'obtenir, c'est une même technique. On va se passer en un temps très précis. On va donc tracer la tangente de la courbe représentant l'évolution de la concentration du produit du réactif en fonction du temps. Et donc, vous lisez le coefficient directeur de cette tangente et cela va vous fournir donc tout simplement au signe près du coup, parce qu'après il faudra plus multiplier par -1, donc ça va vous fournir la vitesse de réaction, ok, et plus précisément la vitesse de disparition. Petit aparté mathématique là-dessus, il est possible, et tout à fait possible, de définir la vitesse d'apparition d'un produit à partir de son avancement. Il en est de même pour la vitesse de disparition d'un réactif, il est possible de la définir à partir de l'avancement. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment c'est possible d'un point de vue mathématique. Donc d'un point de vue mathématique, il suffit de voir une réaction de ce type-là. Donc réaction A, espèce A plus espèce B qui donne espèce C plus espèce D, munie de leur coefficient stoichiométrique. On construit le tableau d'avancement au cours du temps, ok, pour un avancement quelconque. Et donc, pour un avancement quelconque, le produit, son avancement, c'est égal à x multiplié par son coefficient stoichiométrique. Vous divisez par V pour avoir l'avancement de type, qu'on qualifie volumique. Donc, vous divisez par V de sorte à avoir la concentration à un instant t quelconque. Et donc, vous en déduisez que, pour la vitesse d'apparition du produit, on va donc avoir, par définition, on avait dit, c'était dérivé de la concentration du produit par rapport au temps. Mais là, ici, on a dit la concentration, on peut aussi l'obtenir à partir de l'avancement. Donc, c'est le coefficient stoichiométrique du produit multiplié par son avancement divisé par le volume. Or, le coefficient stoichiométrique et le volume, ce sont deux grandeurs constantes. Donc, quand vous dérivez, donc vous avez une constante multipliée par l'avancement qui, elle, dépend du temps également. Donc, on va obtenir la chose suivante, c'est que, du coup, vitesse d'apparition d'un produit, c'est égal à coefficient stoichiométrique du produit divisé par le volume multiplié par dérivée de l'avancement par rapport au temps. Ok. Alors pareil, du coup, ici on dérive par rapport au temps. Donc du coup, la variable, ça va être t. Ok, va vouloir. Donc c'est pour ça que vous avez des t qui se traînent. Et du coup, là, pareil, on peut faire de même pour tout simplement cette fois non plus le produit, mais pour le réactif. Ok. Donc là, je vais vous montrer rapidement la formule que vous obtenez à la fin. Voilà, avec la petite transpo qui va bien, si je peux vous la montrer en même temps que je parle. Et comme ça, au moins, ça vous montre un petit peu comment l'obtenir comment obtenir la vitesse de disparition à partir de l'avancement. Ok, même si c'est pas très utile en classe de terminale. À la suite de ça, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Ok, donc le temps de demi-réaction, par définition, ça va être le temps pour lequel l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final. Ok, enfin la moitié de l'avancement maximal même. Ok, donc c'est le temps pour lequel l'avancement est égal à la moitié de l'avancement maximal. Autrement dit, le temps pour lequel on a donc la moitié des réactifs qui sont consommés, ou le temps pour lequel la moitié des produits sont formés. Ok, du coup, une fois qu'on a la définition du temps de demi-réaction, on va pouvoir à la suite parler de loi de vitesse d'ordre 1. Ok, donc du coup, on va considérer de même toujours une réaction de type espèce A plus espèce B qui donne espèce C plus espèce D, munie des coefficients stoichiométriques respectifs, petit a, petit b, petit c, petit d, voilà. Et donc, du coup, on va dire que si le réactif B est en large excès par rapport au réactif A, c'est-à-dire donc concentration de B qui est 20 voire 30 fois plus élevée que concentration de A, et dans ce cas-là, la concentration B restant à peu près identique vu qu'elle est en excès, dans ce cas-là, la vitesse de réaction
la vitesse de disparition de l'espèce A, elle est proportionnelle à la concentration de l'espèce A au cours du temps. Ok, bah voilà. Ainsi, eh ben, on va pouvoir en déduire une équation. Ok, on va pouvoir en déduire l'équation différentielle qui est vérifiée par la concentration au cours du temps. Ok, la concentration qui du coup va être une fonction du temps. Ok, on va voir ça tout de suite hein, au cours de la démonstration. Puisqu'en effet, par définition, vous savez que la vitesse de disparition de l'espèce A, il faut savoir que c'est égal à l'opposé de la dérivée de la concentration de l'espèce A par rapport au temps. Or, le réactif A, on a dit qu'il suit une loi de vitesse d'ordre 1. Donc, en fait, on a que la vitesse de disparition de l'espèce A est égale à K fois la concentration de l'espèce A au cours du temps. Donc, on va égaliser ces éléments-là. Et donc, en égalisant, on a la chose suivante. On a donc moins dérivée de la concentration de A par rapport au temps qui est égal à K multiplié par la concentration de A par rapport au temps. Et donc, on va tout isoler, on va tout regrouper sur un seul membre. Et donc, on obtient l'équation différentielle suivante. C'est-à-dire, donc, dérivée de la concentration de A par rapport au temps plus K fois concentration de A est égal à 0. Alors, une équation différentielle, pour ceux qui me disent, qui me regardent et qui froncent les sourcils, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une équation dans laquelle on va mêler une fonction ainsi que ses dérivées successives. Donc, dérivées successives, c'est-à-dire la première dérivée, deuxième dérivée, troisième dérivée, etc. Parce que oui, une fonction, peut-être si vous ne savez pas, mais en théorie, une fonction, on peut la dériver autant de fois qu'on veut, ok? Dans la plupart des cas. Après, vous verrez, par exemple, si vous faites des maths dans le supérieur, que ce n'est pas toujours le cas. Selon les intervalles sur lesquels on travaille, on peut restreindre et donc faire que les fonctions soient dérivées seulement une seule fois, deux fois, mais pas plus. Ok. En tout cas, une équation différentielle, c'est ça le délire, c'est que c'est une équation dans laquelle on peut intervenir une fonction et ses dérivées successives. Et l'inconnu est une fonction, ok. C'est la fonction elle-même qui est une fonction de la variable x, ok. Bon, là, comme on est en physique, la variable selon laquelle on va travailler, c'est la variable t. Et du coup, bien évidemment, la fonction, ça va être l'inconnu, ça va être une fonction de la variable t. Donc là, ici, dans l'équation différentielle que j'ai écrite, on a dérivé de A, concentration de A par rapport au temps qui est égal plus K fois concentration de A qui est égal à 0. Là, on a une équation différentielle qui est de la forme Y' plus AY égale à 0. Où Y' c'est dérivé de concentration de A par rapport au temps. A c'est K. Et donc, Y c'est égal à tout simplement concentration de A. Or, une telle équation en mathématiques, vous verrez, vous saurez le résultat très facilement, mais une équation différentielle de ce type-là, en mathématiques, les solutions, c'est y égale k fois exponentielle moins x, où k est une constante réelle. Et ici, cette constante réelle, elle va être obtenue à partir des conditions initiales sur la concentration. Donc, si j'applique cela à y qui est égal à concentration de A, on va donc avoir concentration de A de t qui est égal à k fois exponentielle moins petit k de t, ok, va voulu, où grand K est une constante d'intégration obtenue à partir des conditions initiales sur la concentration. Et donc, on va obtenir la chose suivante. Maintenant, on va aller chercher la condition initiale. Donc, on va se placer à t égale 0. Donc, à t égale 0, j'ai concentration de A qui est égale à concentration de A à l'instant initial. Donc, concentration de A0. Et donc, c'est aussi égal à K fois exponentielle moins K fois 0. Ok, c'est-à-dire donc K fois 1. Puisque exponentielle 0, ça fait 0. Ça fait 1, pardon. Et donc, on a K égale concentration de A à l'instant initial. Donc, autrement dit, on va pouvoir écrire la chose suivante. Concentration de A à n'importe quel instant t est égale à concentration de A à l'instant initial multiplié par exponentielle moins kt. Pour vérifier qu'on a bien affaire à une loi d'ordre 1, il va y avoir plusieurs techniques. Ok. Première technique, c'est vérifier que le temps de demi-réaction est tout simplement indépendant de la concentration. Ok. Donc indépendant de la concentration, comme vous pouvez voir sur ce graphique-là, en effet, quelle que soit la concentration initiale des réactifs qu'on va mettre au départ, le temps de demi-réaction il est indépendant. Ok, ça sera toujours le même.
Et donc, mathématiquement parlant, ça se vérifie comment? Bah, ça peut se vérifier via le calcul ou via des graphiques comme je vous ai montré là. Mais si vous voulez vérifier mathématiquement, c'est très simple. Donc, vous allez appliquer la définition de taux 1,5. Donc, à t égale taux 1,5. Vous avez donc concentration de A qui est égale à concentration initiale de A divisé par 2. Mais à taux égal à 1,5, on a également si A sur A d'ordre 1. Donc, A de t, 1,5, qui est égal à A0 exponentielle moins kt 1,5. Donc, on égalise ces deux éléments-là. On a A0 exponentielle moins kt 1,5 qui est égal à A0 divisé par 2. On simplifie donc par A0. Et donc, on a exponentielle moins kt 1,5 qui est égal à 1,5. J'applique la fonction. Donc là, on est sur des éléments qui sont strictement positifs sur les deux membres. Ok, on n'a que des quantités strictement positives. Donc, je ne vais pas appliquer le ln. Donc, au membre de gauche, je vais avoir ln de exponentielle moins kt 1,5 qui est égal à ln de 1,5. Ok. Donc, ln ici, c'est la fonction logarithme népérien, pour ceux qui ne se rappelleraient plus, qui est la bijection de la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Ah bah tiens, justement, ln et exponentielle, elles sont réciproques. Donc, en fait, ln de exponentielle de n'importe quoi, c'est égal à n'importe quoi. Donc, en particulier, ln de exponentielle de moins kt 1,5, c'est égal à moins kt 1,5, directement. Et au membre de droite, j'ai ln de 1,5. Et en fait, ln de 1,5, bah, c'est ln de 1 sur A et qui s'écrit moins ln de A. Donc ici, ln de 1,5, je vais pouvoir l'écrire comme moins ln de 2. Donc j'ai moins kt égale moins ln de 2. Ensuite, je vais diviser par moins k. Et donc je vais obtenir que t1,5 est égal à ln de 2 divisé par k. Ok? Parce que du coup, moins par moins, ça fera plus. Donc c'est pour ça que les moins, ils sautent. Ensuite, deuxième technique, c'est de vérifier que les vitesses d'apparition ou de disparition sont proportionnelles à tout simplement la chose suivante, c'est-à-dire la concentration de l'espèce A au cours du temps. Troisième technique consiste à vérifier, donc là c'est pratique si vous êtes en TP, donc de vérifier que la concentration de A au cours du temps s'écrit comme une exponentielle, ok? Donc une constante qui correspond à la concentration initiale fois une exponentielle, qui dépend du temps. Et enfin, donc quatrième technique, c'est de vérifier que la courbe qui représente l'évolution de ln de A de t par rapport à t est une fonction affine du temps. Okay, alors ça, pareil, ça sort d'où? C'est très simple. Si on a un réactif A qui suit une loi d'ordre 1, on a donc concentration de A au cours du temps, c'est égal à la concentration initiale de A multipliée par exponentielle moins kt. J'applique la fonction ln aux deux membres, puisque j'ai que des quantités positives, et donc j'ai ln de A de t qui est égal à ln de A0 multiplié par exponentielle moins kt. ln d'un produit, c'est égal à la somme des deux ln. Ok, c'est égal à une somme de ln. ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Donc je vais avoir ln de exponentielle moins kt qui est plus ln de A0 qui est égal à ln de A de t. J'ai donc ln de A de t qui est égal à moins kt plus ln de A0. Ok, ça pareil, ça justifie, le passage de l'avant-dernière à la dernière ligne, se justifie juste en appliquant le fait que exponentielle et ln sont réciproques. Donc voilà. Et donc là, vous reconnaissez bien, si vous prenez y égale ln de A de t, y qui est égal à, de ce cas-là, m, donc le coefficient directeur qui est égal à moins k, après t qui est égal à t, et puis ensuite p qui est égal à ln de A0, là, vous reconnaissez une fonction infinie. Ok, voilà. Alors, pour terminer la vidéo, voyons un peu ce qui se passe. Pour terminer, maintenant, voyons ce qui se passe à l'échelle microscopique lorsqu'on a une réaction chimique. Tout d'abord, avant de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique, je vous propose un petit rappel de cours sur la notion d'électronégativité. Donc, il a été vu en classe de première que l'électronégativité, c'est la capacité qu'a une liaison à attirer vers elle donc des électrons. Et si sur l'échelle de Pauling, cette électronégativité est supérieure à 0,4, on considère que la liaison est polarisée. Vous allez vous dire, ok, mais en quoi que ça va être utile pour comprendre concrètement ce qui se passe à l'échelle microscopique lors d'une réaction? Et bien justement, pour qu'il y ait une réaction, déjà dans un premier temps, il va falloir que à l'échelle microscopique, à l'échelle des entités, il y ait tout simplement des chocs efficaces, ok? Des chocs efficaces qui puissent tout simplement
permettent la formation de produits. Ok, donc lorsque les réactifs A et les réactifs B à l'échelle microscopique ils vont s'entrechoquer, il faut que ce choc soit efficace de sorte à créer tout simplement des produits C et D. Ok, que les produits C et D puissent apparaître. Ces chocs, donc, ils seront efficaces dès lors où on a la création justement des produits. Sinon, autrement dit, on parlera de chocs de type élastique, ok, un peu comme pour les chocs élastiques, mais à l'échelle macroscopique, ok. Donc, quand on dit qu'un choc est élastique, c'est-à-dire que, en clair, ça déforme juste le matériau. Donc, quand on a un choc élastique, tandis que quand on a un choc efficace, brutal, et du coup, ça va rompre carrément liaison. Et là, c'est la même chose à l'échelle microscopique. Pour que le choc soit efficace, il faut que du coup, les deux entités à l'échelle microscopique qui réagissent, il faut qu'elles puissent entrer en collision de sorte à casser justement les liaisons et donc former les produits. Pour y parvenir à la formation de ces chocs efficaces, il faut donc tout simplement déjà que l'orientation entre les entités soit favorable, ok? Parce que si les entités sont mal orientées, du coup, ils vont pas bien s'entrechoquer entre eux et par conséquent, le choc ne sera pas efficace et donc on n'aura pas de formation de produit. Deuxième chose, il faut un apport d'énergie du milieu extérieur, c'est-à-dire que en clair, plus le milieu extérieur va apporter de l'énergie et plus ça va favoriser le nombre de chocs, ok? Et donc plus ce choc il sera violent et donc plus on a de chances que ça aboutisse à un choc efficace et donc formation de produits. Et pour revenir justement à ce qu'on disait au début de la vidéo concernant les facteurs cinétiques, c'est-à-dire la concentration et la température du milieu réactionnel, en quoi ça va influer à l'échelle microscopique justement sur la vitesse de réaction? Et à l'échelle microscopique, ces deux paramètres-là, température et concentration, donc des réactifs, vont effectivement pouvoir influer à l'échelle microscopique sur la réaction dans le sens où, tout simplement, quand vous allez avoir une concentration de réactifs qui est importante, plus la concentration en réactifs est importante et plus tout simplement le nombre de rencontres entre les réactifs va pouvoir être important. Et donc, on va pouvoir maximiser comme ça la probabilité d'obtenir des chocs efficaces. Ainsi, donc, on aura plus de chocs efficaces puisque plus de réactifs à cause d'une plus grande concentration. Et de même, si on a une température du milieu réactionnel qui est de plus en plus importante, et du coup, ça va augmenter l'agitation des entités chimiques à échelle microscopique et donc favoriser les chocs efficaces, ok, puisqu'ils pourront être de plus en plus violents, de sorte à briser, rompre les liaisons, ok, bravo. Mais concrètement, donc ça, c'est ce qui se passe à l'échelle microscopique, mais pour que ces actes-là se déroulent, en réalité, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que à l'échelle microscopique, au niveau des entités, donc, on va avoir un certain nombre de sites. On va avoir des sites de type électrophile et des sites de type nucléophile. Les sites de type nucléophile, ce sont des sites qui sont en excès d'électrons, ok? Donc des sites en excès d'électrons, c'est des sites par exemple qui sont chargés partiellement négativement ou des doublés d'électrons, ok? Donc doublés non-lieux en particulier. Donc là, on est sur des sites nucléophiles, c'est-à-dire des sites en clair qui vont facilement pouvoir faire don de leurs électrons, ce qu'il y a en trop. En revanche, on a des sites électrophiles. Donc là, des sites électrophiles, c'est des sites qui aiment les électrons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en déficit d'électrons, ok? Donc là, ça peut être par exemple dû à une lacune électronique ou encore parce que tout simplement, l'entité, donc, il est chargé partiellement positivement, ok? Voilà. Et donc, lors d'une réaction, qu'est-ce qui va se produire à l'échelle microscopique? On va avoir deux choses. Première chose, on va avoir un certain nombre d'actes qui vont se réaliser les uns à la suite des autres. Parce que oui, quand vous voyez une réaction, en fait, ça ne montre pas tout ce qui se passe. Ok, c'est comme vous, quand vous avez 4 sur 20 à un contrôle, quand vous avez 4 sur 20 à un contrôle, ou 12 sur 20, ou 17 sur 20 à un contrôle, derrière, on ne voit pas tout le travail que vous avez effectué. Mais pourtant, avant d'avoir 17 sur 20, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été effectués. Là, c'est le même principe quand on a une réaction chimique qui est écrite sous forme d'équation de bilan, on ne voit pas ce qui se passe globalement on voit ce qui se passe globalement dans la réaction, mais on ne voit pas
ce qu'on appelle les actes élémentaires qui se produisent, ok? Donc, donc un acte élémentaire, c'est tout simplement une action, donc un transfert d'un électron qui va se faire d'un site nucléophile vers un site électrophile. Et l'ensemble de tous ces actes élémentaires décrit tout simplement le mécanisme réactionnel, ok? Donc un acte élémentaire, c'est un acte qui va se réaliser sans la réalisation d'autres actes, sans la réalisation d'autres actes au préalable, ok? C'est vraiment un acte qui se fait, ok? Et donc, le transfert d'électrons, encore une fois, je vous l'ai dit, il se fait d'un site électrophile à un site nucléophile à un site électrophile. On le représente ici par une flèche courbe, ok, et l'ensemble de tous ces transferts-là, donc de tous ces actes élémentaires, on appelle ça le mécanisme réactionnel. Et donc, dans le mécanisme réactionnel, le catalyseur va lui, en revanche, apparaître, ok, il sera de nouveau présent dans ce mécanisme puisqu'il va réagir, en fait. Donc, il va réagir avec les réactifs et après, il va être régénéré à la fin de la réaction. Donc là, dans le mécanisme réactionnel, il va avoir une importance non nulle et non négligeable. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.